On va refaire un dernier test micro. Vous nous direz. Ouais. Eh bien, on démarre. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence qui est née d'une rencontre avec Marine et Mathilde qui s'occupent de, comme vous le voyez derrière moi, HEC Life Project. HEC Life Project, c'est le pôle d'accompagnement et de développement professionnel des diplômés d'HEC. Et voilà, en échangeant avec eux sur le thème de la conférence d'aujourd'hui, qui est de l'écologie de soi à l'écologie planétaire, elles ont jugé que ce serait pas mal d'avoir une conférence et c'est ce qu'on est venu faire aujourd'hui auprès de vous. Cette conférence, elle a pour thème central une question qu'on va poser comme une hypothèse de travail. Et cette question, c'est dans quelle mesure la relation qu'on entretient avec le vivant peut être une source des crises que nous traversons. Encore une fois, on est très humble, on le pose comme hypothèse de travail. Et ensemble, pendant 1h30, on va vous proposer d'explorer cette question et de regarder comment notre relation à l'environnement, notre relation au vivant peut être une des sources des crises que nous traversons. Alors, on a un grand enjeu aujourd'hui, c'est que les thèmes qu'on va vous présenter, vous les avez tous entendus, puisque ça font partie de l'actualité, C'est des thèmes que vous connaissez par cœur. Et ce qu'on va vous proposer dans la conférence, c'est de les regarder de manière différente, c'est d'établir des ponts entre ces thèmes pour voir s'ils résonnent différemment et penser une nouvelle manière de voir les crises. Et l'analogie qu'on pourrait faire, c'est de considérer que la slide pourrait passer. Ça nous permet d'accueillir, bonjour, bienvenue, les gens qui également se connectent à distance. Ça ne démarre pas super. Donc, en fait, il y a du vivant. Voilà, il y a du vivant au cœur de cette présentation. Voilà, le défi dont je voulais parler tout à l'heure, c'était qu'effectivement, tous ces thèmes, vous les connaissez, vous les observez tous les jours, un peu comme on observe un tableau pointilliste ou un tableau un peu comme un tableau de monnaie, qui sont des points comme ça. Et en fait, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de changer de focale, de prendre de la distance et de s'apercevoir que ces points, en fait, forment une histoire, racontent une histoire. Et c'est peut-être ça qu'on va observer aujourd'hui. Donc voilà, c'est le défi qu'on se propose aujourd'hui. Alors, qui dit vie, dit vivance, dit présence. Et en fait, on avait envie de démarrer cette conférence par se connecter ensemble. Et pour faire ça, on se propose de se présenter chacun son tour en démarrant par les gens à distance. Et puis ensuite, on fera la présentation au sein de la salle. Et pour démarrer, pour ne pas trop perdre de temps, de simplement donner votre prénom avec une petite indication, c'est donner le plus de vie à travers votre prénom. Voilà. Donc, c'est le petit exercice qu'on vous propose de faire. Aux gens qui sont connectés, à tour de rôle, ouvrez votre micro et simplement donnez vie à votre prénom à distance. Et on le fera dans la salle après. Je propose de commencer. Je ne sais pas si vous m'entendez. Laurent, oui. Ça vient de laurier. Laurent, très bien. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Emery. C'est aimé avec un Y à la fin. Bonsoir. Allez-y. Bonsoir, je m'appelle Muriel et si on mélange les lettres, ça fait lumière. Oh. De l'amour, de la lumière, c'est beau. Superbe, merci. Ça démarre fort. Bonsoir, je m'appelle Olivier. Moi, c'est plus facile avec mon prénom. C'est dans le prénom. Bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier. Pour faire suite à Olivier, Christine, la lumière du Christ, même si je ne crois pas en une entité matérielle, mais plutôt en l'humain. D'accord. La lumière de Christine, super. Merci. Bonsoir. Bonjour, moi je suis Emmanuel, et j'aime bien penser que j'ai avec ça 2 M pour aimer beaucoup et 2 ailes pour m'envoler. Oh. Il y a du level, hein. Super. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir, moi c'est Fabien, et Fabien ça veut dire faire, et autour de faire, on peut imaginer plein de choses autour du vivant, j'espère. Super, bonsoir Fabien. Est-ce qu'on a fait le tour de tous les gens qui sont connectés? Non, bonsoir. Edwige, comme Edwige Feuillère ou la reine de Hongrie. Non, de Pologne, pardon. La reine de Pologne. Bonsoir Edwige. Bonsoir. Bonsoir, moi c'est Marie. Bonsoir. Et donc, voilà, Marie. Alors, on peut faire effectivement beaucoup d'analogies avec mon prénom, mais c'est simplement Marie.
Bonsoir Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir, c'est Serge. Je suis connecté avec Fabien. Et dans Serge, il y a J-E et J-E-U-X. Et dans le jeu, il y a du vivant. Bonsoir Serge. Bonsoir, moi c'est... Pardon. On dit exactement la même chose. Bonsoir Jessica. Merci beaucoup Jessica. Et moi, ça veut dire elle a regardé. Et je pense que dans le regard, il y a pas mal de vie aussi. Je continue du coup. Bonsoir, moi c'est Daria, qui veut dire la mer en perse. Donc voilà, beaucoup de vie dans la mer et l'océan aussi. Le mouvement. Bonsoir. On va passer à la salle. Même exercice, en un mot, en une vie. Quel est votre prénom? Et on démarre comme ça par celui qui souhaite, celle qui souhaite commencer. Il n'y a pas d'ordre. Hein. Pas du tout, c'est la vie. Mais il faut quand même qu'il y en ait un qui démarre. C'est le principe de la vie. Sinon, il n'y a pas de vie possible. Bon à savoir. Bonsoir Bruno. François, et je réalise ce soir que c'est la CDI qui fait vivre le C de mon prénom. Marlène, en grec, ça veut dire haute tour, et en haut d'une tour, on peut voir la mer, la vie pour moi. Super. Bonsoir à tous, moi c'est Caroline et je pense plutôt au nom de la société que je viens de créer qui s'appelle Chrysalide. Alors c'est peut-être plein de vie. Bonjour, moi c'est Olivier, donc Olivier, un arbre millénaire, donc ça me fait penser à la longévité. Bonsoir, moi c'est Loïc, donc c'est un prénom breton et des racines donc bien vivantes en Bretagne. Bien, moi, c'est Laurent, un deuxième, un autre laurier. Voilà. Et ensemble, on crée des forêts. Super, on va en parler justement. Moi, je m'appelle Julie et je sais que mes parents m'ont donné ce prénom parce qu'il peut se dire dans plein de langues différentes avec la même consonance. Donc, je me dis, les langues, c'est la compréhension de l'autre, l'acceptation, le respect international. Super. Bonjour, moi je suis Olivia, donc on a eu des oliviers. Olivia, ça rejoint donc l'idée de cet arbre de Méditerranée d'où je viens. Et c'est un arbre nourricier très beau et qui survit aux fortes chaleurs. Bonsoir, moi c'est Denis et j'ai plutôt tendance à trouver mes racines dans Dionysos plutôt que dans le saint qui a perdu sa tête ou dans le Denis, dont on me fait quelquefois le reproche, qui est un peu bloquant. Merci. Denis. Merci. Moi, c'est Jean-Claude et mon petit-fils a un livre dans lequel il y a Jean-Claude le lombric. Et il n'y a rien de plus vivant qu'un lombric. Mais oui, on va en parler. On va parler de Denis, on va parler de lombric, de forêt, c'est merveilleux. Vous avez déjà tous les ingrédients. Il est extraordinaire. Alors, bonsoir, moi c'est Frédéric et je vais jouer entre le féminin et le masculin, tout simplement. Super. Et je crois que nous avons fait le tour. Super, regard, merci beaucoup. Oui, il y a beaucoup de vie, beaucoup de joie, beaucoup de poésie. Et c'est bien parce que c'est l'intention aussi qu'on avait posée pour cette conférence. Donc, merci beaucoup pour cet échange qui fait naître la vie. Et on va se présenter aussi. Oui. C'est notre tour. Alors, on en connaît, certains nous connaissent, d'autres pas. Donc, moi, je suis Mathilde de Ben. Alors, moi non plus, jusqu'à maintenant, je n'avais pas réfléchi aux sonorités de mon prénom et finalement, j'en retiens peut-être le tilde et peut-être la représentation d'un silence. Je suis de la maison HEC. J'ai été diplômée d'HEC en 2008. J'ai commencé ma carrière dans les grands groupes avec une croyance d'une carrière linéaire ascensionnelle. Et puis, j'ai été percutée par un mur. Donc, j'ai rencontré
le pré-burnout, le burnout, on verra, on en parlera. Je me suis sentie mal, alors morte, n'exagérons pas, mais en tout cas, des parties de moi sont de l'ordre du passé. Et puis, j'ai eu au même moment, il y a eu une concomitance de 2 événements, mon déclic écologique en comprenant l'état du monde, l'état de la situation sur laquelle j'étais complètement aveugle jusqu'alors. Et donc, j'ai choisi de créer ma société Planet Wake Me Up pour accompagner les entreprises dans leur transition écologique. Et puis, chemin faisant, j'ai rencontré le coaching pour plein de raisons. Et c'est aujourd'hui avec ce métier-là, avec cette casquette de coach, que j'accompagne les dirigeants, les comités d'entreprise, les comités de direction dans la redirection écologique de leur business. Et toi, alors, qui es-tu? Donc moi, je suis Éric Duguet, je suis executive coach formé à HEC, d'où la rencontre avec certains d'entre vous, avec Mathilde. J'appartiens à un cabinet de coaching belge qui vient d'être certifié B Corp, qui s'appelle Butterfly & Co. Et ce cabinet, qui réunit 12 coachs, nous avons en commun dans ce cabinet d'être convaincus qu'on peut changer le monde et qu'on peut changer le monde à travers les entreprises. On vient tous du milieu de l'entreprise. Moi, j'ai fait 22 ans dans l'industrie pharmaceutique. En fait, dans ce cabinet, on aime l'entreprise, on y travaille pour changer le monde depuis l'entreprise. Voilà, donc c'est le cabinet Butterfly. Et puis, je voulais partager, Mathilde a partagé son chemin, je voulais partager une petite histoire personnelle qui fait que je suis en face de vous aujourd'hui sur ce thème-là. Cette histoire, elle a lieu le 1er février de l'année dernière, donc 2021. En fait, en pleine nuit, je me suis réveillé, j'avais des maux de tête extrêmement forts. Au petit matin, j'ai vomi, je savais que c'était une urgence vitale. Et au moment d'appeler le SAMU, je me suis rappelé que j'avais une réunion le lendemain et je n'ai pas appelé les secours. Je vous la fais courte l'histoire, mais il s'en est suivi 15 jours de déni total. J'avais perdu la vue d'un œil, j'avais 21 de tension qu'on n'arrivait pas à faire baisser. J'avais des maux de tête horribles jusqu'à ce qu'on diagnostique donc une dissection de la carotide avec un caillot qui n'attendait que de se décrocher. Et y compris quand le diagnostic a été fait, j'ai terminé une réunion avant d'aller aux urgences où je me suis retrouvé en soins intensifs. Pourquoi je vous raconte toute cette histoire? C'est qu'en soins intensifs, après avoir compris le miracle que me donnait la vie, j'ai été pendant une semaine couché à ne pas pouvoir bouger, à réfléchir à ce qui s'était passé et surtout à réfléchir à mon rapport au travail et à la manière dont, alors que je n'étais pas dans un environnement qui était un environnement maltraitant, on peut mourir au travail. Et c'est ce qui a failli m'arriver. Parce que, encore une fois, parce qu'il y avait une réunion, parce que je me sentais indispensable, je n'ai pas appelé les secours. Et donc, ça m'a amené à me questionner sur le burn-out, sur l'épuisement des ressources. Et c'est ce qui fait la rencontre avec Mathilde, de comprendre comment l'épuisement des ressources peut être à l'origine des morts au travail, mais, et on va le développer, des crises que nous traversons. Donc, voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Et puisque j'évoque les crises, c'est le début de notre présentation, qui va démarrer par la crise de la zapette, qui ne fonctionne pas très bien, mais ce n'est pas très, très grave. Donc, le début de cette présentation, on va… Bonsoir. Installez-vous, bienvenue. Joignez-vous à nous. Je remarque quand même qu'à chaque fois que des gens arrivent, la zapette dysfonctionne. Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à y faire. Eh bien, on va faire sans slide, ce n'est pas très grave. En fait, le début de la présentation qu'on souhaitait vous faire, c'était passer en revue un certain nombre de crises, et en particulier la crise du travail. On a souhaité démarrer, et je l'ai évoqué par mon lien mortifère avec le travail, par la crise du travail, celle des burn-out, avec quelques chiffres, vous les connaissez tous. On estime qu'il y a 2,5 millions de personnes, merci beaucoup, qui souffrent de burn-out en France. Il y en a 96%, et ça c'est les chiffres de 2022, qui s'estiment être potentiellement impactés par les burn-out, et on estime que 2 managers sur 10 sont déjà en burn-out et en burn-out sévère. Donc la première crise qu'on a souhaité mettre dans le champ et qu'on a souhaité observer, et de par notre expérience, ça semblait assez naturel, c'était la crise du travail dans lequel il y a de la souffrance, il y a des risques psychosociaux, mais il y a également, et on en entend beaucoup parler, une crise de confiance et de sens au travail. Et ce qui est intéressant, c'est que le sens au travail, il fait le lien avec la deuxième crise qu'on a souhaité vous présenter, qui est la crise de la performance et de l'innovation, en particulier par un prisme assez particulier de comment les entreprises, et essentiellement les grandes entreprises, arrivent à des crises de sous-performance, voire de sous-innovation, sont en panne d'innovation et donc risquent la faillite. Et donc, c'est vraiment la deuxième crise qu'on a souhaité partager avec vous, c'est la crise de la performance et de l'innovation, essentiellement dans les grandes entreprises, mais pas que.
Et puis la troisième est évidente, quel que soit l'endroit géographique, on a passé notre été, on l'a vécu dans notre chair, la crise écologique, le réchauffement climatique, la biodiversité. On en parlera en long, en large, mais ce qui nous semblait intéressant, c'est que, a priori, ces trois crises, celle du travail, celle de l'innovation et celle de la crise écologique, en fait, a priori, elles n'ont rien en commun. Et en fait, ce qu'on a observé avec Mathilde, c'est que, en fait, si elles avaient quelque chose en commun, un minimum, et qu'il y avait un continuum entre ces crises, c'était l'épuisement des ressources. Et qu'elles avaient en commun que le burn-out, c'est l'épuisement des ressources psychologiques et physiques, que la perte de l'innovation, c'est l'épuisement du collectif et de l'intelligence collective, et la crise planétaire, c'est une évidence, c'est l'épuisement des ressources. Et donc, c'est ça qu'on a voulu questionner, c'est l'hypothèse de travail qu'on a formulée, c'est de se dire, ces crises-là, ces trois crises ont un point commun, l'épuisement des ressources, et l'hypothèse qu'on formule et qu'on va explorer avec vous aujourd'hui, c'est que la cause commune de cet épuisement des ressources, quelle que soit la nature des ressources, c'est notre lien avec le vivant, et notre rapport mortifère avec le vivant. Et en particulier, quand dans un burn-out, on va jusqu'à l'épuisement des limites et qu'on risque de mourir, quand une entreprise perd de l'innovation jusqu'à disparaître, on reviendra tout à l'heure sur des cas célèbres, quand on sait tous que l'espèce humaine est en danger avec l'épuisement de la planète, on pense que ce qu'il faut questionner, ou en tout cas une des pistes de questionnement pour expliquer et donc résoudre, puisque notre petit espoir de coach, c'est de pouvoir apporter une pierre à cet édifice, c'est d'observer notre relation au vivant, de regarder où il est dysfonctionnel et d'adapter notre posture. Alors, adapter notre posture, ça veut dire, et c'est une des solutions qu'on propose, et au-delà de l'apparente simplicité de ce constat, on va creuser des pistes et on va regarder comment on peut y arriver. La solution, c'est de se reconnecter au vivant. De manière individuelle, qu'est-ce qu'il y a de vivant en moi? Dans le collectif, qu'est-ce qu'il y a de vivant dans l'équipe et dans l'écosystème de l'équipe? Et qu'est-ce qu'il y a de vivant dans la planète et qui peut le rester. Et juste une chose intéressante, c'est que la relation au vivant est intéressante, mais il y a la relation à explorer aussi. Et pour prendre le cas du burn-out, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les causes individuelles du burn-out. Qu'est-ce qui fait que dans le trajet d'une personne, il y a des facteurs clés qui vont générer le burn-out? Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur l'organisation et les facteurs organisationnels, essentiellement le stress, comment l'organisation en elle-même porte les ferments de l'épuisement des ressources. Nous, ce qu'on a questionné, c'est une troisième voie qui est extrêmement intéressante et qu'on va décliner sur les trois niveaux d'études, c'est quelle est la relation entre l'individu et l'organisation. Et on verra tout à l'heure que cette relation, elle est souvent dysfonctionnelle dans, par exemple, un rapport au travail qui est peu dysfonctionnel. Ce n'est pas le travail et l'organisation, ce n'est pas l'individu, c'est le lien entre lui et l'individu. Et donc ça, c'est ce qu'on va explorer dans la deuxième partie de la conférence. Donc l'enjeu, comme le disait Eric, c'est donc de passer d'un système qui épuise ou qui s'épuise à un système qui régénère. Alors c'est très facile à dire, beaucoup moins à faire. Et déjà, ça nécessite qu'on s'arrête un tout petit peu pour comprendre les mécaniques à l'œuvre dans l'épuisement des ressources. Donc c'est un schéma qui peut s'appliquer là encore une fois aux trois niveaux, individuel, collectif ou planétaire. On a représenté donc une quantité limitée de ressources que nous allons utiliser pour réaliser un projet, atteindre des objectifs, générer une performance. On va les utiliser sur une durée donnée. On peut prendre l'horizon de la semaine, par exemple. Tout va bien, on a la capacité à régénérer les ressources dans des temps qui sont dédiés à ce ressourcement, à cette récupération. Ces temps-là, si on prend un individu, ben c'est quoi? C'est la nuit, c'est les week-ends, les vacances. Et quand on a trop tiré sur la corde, les arrêts maladie servent à ça, à mettre la personne au repos pour qu'elle recouvre tout ou partie de ses capacités, de ses ressources. Ce qui se passe dans les environnements sous pression où les individus sont concentrés uniquement sur l'atteinte de ces objectifs, il y a souvent une quête de perfection, de performance qui est poussée à l'extrême dans les pathologies du travail, notamment dans les burn-out, c'est que ces temps de récupération bientôt ne suffisent plus à recouvrer l'état initial des ressources. Donc plus ça va, plus en fait on est déjà en dépassement de limite tôt. Donc si avant, mettons que le jeudi, on commence à se sentir fatigué pour aller à la fin de sa semaine, on voit bien que les gens qui sont en burn-out ou en phase vraiment d'être étiquetés, parce qu'il y a la maladie ou le symptôme surgit à un moment, mais la mécanique à l'œuvre est bien plus ancienne, et bien à ce moment-là, en fait, la personne peut très bien se dire, dès le lundi matin, elle se trouve dans un épuisement général. Et parfois même, les individus, on verra, encore une fois, ça s'applique aux trois niveaux du système, ces temps de récupération, on les fait sauter.
Parce que comme la performance s'amoindrit, qu'on est moins efficace, on est moins efficient, pour rattraper et pour combler, on va finir par faire sauter ces temps-là. Et donc, par exemple, le travail va occuper tout le temps disponible. On est dans une logique productiviste, extractiviste, quand il s'agit des ressources planétaires, où il n'y a de place que pour le faire, produire, et in fine, il n'y a plus de place pour rien, ni pour le vide. Évidemment, on fait le parallèle sur le niveau planétaire avec cette fameuse notion que vous connaissez certainement, qui est le jour du dépassement. Le jour du dépassement mesure le jour dans l'année à partir duquel l'humanité tout entière a utilisé les ressources que la planète est en capacité de produire sur une année. Et vous avez certainement aussi en tête qu'en l'espace de 50 ans, ce jour est passé du 29 décembre en 1970 au 28 juillet en 2022. C'est-à-dire qu'à partir du 28 juillet, nous vivons à crédit et ce n'est pas tant un problème pour nous que pour les générations futures. Nous avons endetté depuis des décennies les générations futures. Donc ce système d'épuisement des ressources, il est général, c'est le système dans lequel on baigne. Et donc nous, on se dit qu'il faut passer donc à une logique de régénération, un système qui se régénère. Et là aussi, ce ne sont pas forcément des utopies. Elisabeth, elle n'aime pas quand on s'arrête trop longtemps. En fait, hein. Elle aime qu'il y ait un flow. Et donc, les systèmes qui se régénèrent, donc là, pareil, ce n'est pas une utopie. Première étape de la régénération, la guérison. On a un outil fabuleux à disposition H24, c'est le corps. On se blesse, le corps a les capacités de cicatrisation. Là, on va un peu plus loin, on prend un exemple plus poussé. Donc, Eric, merci de ce partage très intime toi-même. Hein, aussi, tu ne nous l'as pas partagé, tu as partagé comment tu t'étais mis en danger et après comment tu as recouvré tes capacités. Là, on vous a illustré dans la présentation ce mécanisme de régénération avec une image tirée du film Encore de Cédric Lapiche, où dans lequel on voit en fait une danseuse étoile qui se blesse suite à un choc émotionnel et dont la carrière doit être arrêtée. Ordre du médecin, donc il faut qu'elle stoppe. Donc là, recouvrement, repos forcé pour recouvrer ses capacités à utiliser sa cheville. Et en fait, on voit qu'elle va se régénérer en changeant de milieu, en changeant d'environnement. Elle va quitter le milieu de la danse classique et elle va découvrir le milieu de la danse contemporaine. Deuxième chose, elle va se régénérer au contact d'un collectif, la compagnie de danse d'Hofstetter, qui porte en elle-même une énergie, un mode de fonctionnement très différent. Et troisième étape, bien sûr, c'est dans les liens qu'elle va tisser avec ce collectif-là, dans ce nouvel environnement, qu'elle va recouvrer ses capacités. Donc, tout ça pour dire que donc, nous avons une capacité de résilience interne, mais ça dépend aussi du milieu dans lequel on évolue. Si on se place au niveau des écosystèmes vivants, naturels, on voit par exemple que pour régénérer les forêts, donc les forêts qui sont dites gérées durablement, en fait, on voit que l'action de l'homme a un impact sur la capacité régénératrice de la forêt, puisque en coupant régulièrement les arbres, on permet de maintenir le rôle de puits de carbone, donc de captation du carbone, là où une forêt, bon, bah là on l'a vu cet été, hein, quand la forêt n'est pas gérée, pas tellement entretenue, les départs de feu font qu'elle va in fine se régénérer, mais à un moment donné, elle ne va plus être en capacité de jouer son rôle, elle va relâcher le CO2 dans l'atmosphère, ce qui aujourd'hui est un enjeu, il ne faut surtout pas que ça arrive, bien sûr. Mais donc, ça existe. Troisième niveau, merci Mathilde, là on parle même c'est de la reconstruction, c'est de la restauration. Donc là, on n'est pas sur la régénération d'un système vivant, on est comment on fait revenir la vie dans un écosystème qui était mort ou quasi mort. On vous a mis en photo l'état, donc à 20 ans d'intervalle, du domaine au Brésil du photographe franco-brésilien Sebastião Salgado, qui donc avait un domaine duquel la biodiversité avait complètement disparu, il n'y avait quasiment même plus d'espèces végétales, c'était extrêmement aride, donc la vie n'était plus tellement bienvenue. Et en 20 ans, eh ben, on a la photo de droite où ils ont reboisé 700 hectares en replantant des millions d'arbres en mêlant différentes espèces. Donc il y a une science et une connaissance de la topographie qui est absolument nécessaire, alliée évidemment avec une intention humaine forte. Et aujourd'hui, c'est presque un sanctuaire pour des espèces qui sont en voie de disparition au Brésil. Donc, il est possible aussi, on a la capacité de faire revenir la vie dans des endroits d'où elle avait quasiment disparu. Donc, c'est bien ça l'enjeu. Donc, c'est évidemment un changement qui est
énorme, colossal. Hein. Encore une fois, c'est plus facile à montrer sur une slide qu'à faire dans la vraie vie. Et pour ce faire, nous, on pense, en tout cas, c'est ça qu'on voulait éprouver avec vous. Mathilde, je vais peut-être encore avoir besoin de ton intervention divine, merci, que c'est en premier lieu par ce qu'on appelle un changement de posture qu'on peut y arriver. En gros, si on fait business as usual, ça ne va pas marcher. Donc, vous avez peut-être en tête cette célèbre citation d'Einstein qui dit « La folie, c'est de croire qu'en continuant à faire la même chose, on va avoir un résultat différent. Si on veut un résultat différent, si on veut la vie, il va falloir qu'on change tout le processus avant. Nous, on veut changer la finalité et le processus. Donc, il va falloir changer, vous entendez souvent parler il faut changer de logiciel. Donc, il faut changer notre façon de penser, nos croyances, il faut changer les émotions qui viennent des pensées. Ces émotions-là, elles vont nous conduire à mener, à opérer des actions différentes et c'est bien ça qui mènera à un résultat différent. Donc, changer de posture, c'est changer de mindset, changer de logiciel, changer parfois de regard, et ça c'est une citation d'ailleurs, Salgado le dit lui-même, il a changé de métier, il était au début, il travaillait pour l'organisation du café, puis il est devenu photographe, et en disant en fait c'est que j'ai changé le regard que je portais sur le monde à travers mon viseur. Et donc nous on vous invite, on voudrait inviter tout un chacun à changer de regard sur les choses. Autre exemple, Sylvain Tesson dans le film La Panthère des Neiges dit qu'effectivement, nous sommes collectivement, et je me l'applique la première, indifférents au monde, au pluriel, qui nous entoure. On y est complètement, enfin moi, aveugle, sourde, muette, c'est là, on est juxtaposé, mais on n'y prête pas attention. Et donc là, l'idée, c'est bien de changer, peut-être de commencer à écouter, observer ce qui était jusqu'alors invisible pour nos yeux. Et enfin, changer de posture, c'est aussi changer de comportement. Donc là, vous savez que dans le cerveau, on a au moins 2 grands pilotes. Il y a 2 gouvernances. Une gouvernance automatique qui nous fait reproduire les mêmes actions et c'est très bien, ça fonctionne très très bien, ça nous permet d'économiser de l'énergie. C'est super, mais enfin là, on se dit que pour appréhender ce changement de posture, il va plutôt falloir mettre l'autre pilote dans l'avion, qui est la gouvernance adaptative. Ça n'est pas naturel, donc c'est un exercice et nous, c'est là que le travail de coach intervient parce que c'est ça finalement qu'on fait là aussi à différents niveaux, auprès d'un individu, auprès d'une équipe, voire auprès d'une entreprise. Et là, c'est le moment d'exploration. En fait, on va avoir un petit temps pour que ça décante, pour que le chemin qu'on vous a fait parcourir depuis le continuum des crises, l'épuisement des ressources, l'hypothèse qu'on pose que cet épuisement vient d'une relation qui est dysfonctionnelle avec le vivant et que, en tant que coach, on pense qu'un changement de posture qui passe d'abord par un changement de regard et dont on vous expliquera un peu plus en détail les fondements tout à l'heure, est possible pour justement renouer notre lien avec le vivant et remettre du vivant. Et donc, on voulait vous proposer, alors c'est là où la présentation est assez vivante parce qu'à la fois vous allez participer et en même temps, c'est une tentative, on va voir. En même temps, ça ne dure que 5 minutes, là pour l'instant, il n'y a pas trop de risques. On voulait vous proposer un premier exercice que vous allez faire en individuel et cet exercice a pour objectif d'écouter le silence. Voilà, et on va regarder ce qui se passe quand on écoute le silence. Donc pour ça, ce qu'on vous propose, c'est de vous mettre dans votre bulle, éventuellement de fermer les yeux et à distance, vous pouvez le faire également. Voilà, d'être dans un endroit à peu près confortable. Si vous souhaitez fermer les yeux, vous pouvez. Si vous souhaitez être connecté avec l'environnement, vous pouvez également. Tout est OK. Et simplement de démarrer par écouter le silence. Écoutez le silence et observez ce que ça modifie dans votre corps. Écoutez ce que ça modifie dans votre cœur. Et puisqu'on évoque le cœur, peut-être que ce silence vous permet de l'entendre battre, peut-être même de le sentir battre. Si on continue à écouter le silence, on va écouter le silence
autour de soi, mais peut-être aussi le silence en soi. Et le silence en soi, c'est peut-être l'instant entre deux pensées. Et de continuer à observer ce que le silence en soi change dans son corps, dans son cœur. Et puis dans ce silence, de regarder comment ce qu'on vient de vous présenter sur l'épuisement des ressources, sur le vivant, sur notre relation au vivant, sur le changement de posture, d'observer dans ce silence comment tout ça résonne. Les images qui vous viennent, peut-être les questions que vous poserez après. Et de continuer à écouter le silence autour de vous et en vous. Quand vous serez plein de ce silence, vous pourrez revenir dans le groupe, qui sont à distance, revenir à vos écrans et revenir à nous. Voilà. Et je vous invite à, maintenant qu'on est revenu à soi, d'observer dans ce silence qui n'est pas l'absence de bruit. Le silence, c'est l'endroit où naissent et meurent les bruits. Comment l'environnement, comment peut-être le vivant s'est invité, comment certains ont réussi à entendre les battements du cœur et comment le silence aussi nous reconnecte au vivant. Voilà, c'est une petite expérience que vous voulez vous faire vivre pour voir d'autres manières de regarder, d'entendre le silence. Ça clôture la première partie de notre conférence où on a posé le postulat, le manifeste. Et ce qu'on propose, c'est de creuser un peu plus, de redérouler en démarrant par les crises, le lien entre ces crises, et puis explorer les solutions de reconnexion au vivant. Et puisqu'on parle de crise, il me semblait intéressant de revenir sur une différence sémantique, et qui, vous allez voir, n'est pas anodine. Cette différence sémantique, elle est entre crise et panne, et on tient ça de Laurent Audoux, qui théorise ça et qui explique une chose très intéressante. Vous allez voir qu'on va le réutiliser derrière. La différence entre crise et panne, elle tient au fait que dans une panne, le retour à l'état initial est possible. Et si on prend un exemple, lorsque vous êtes en panne d'essence, toute l'énergie, vous la concentrez sur trouver de l'essence pour redémarrer la voiture avec la même voiture, les mêmes personnes dans la voiture. Lorsque vous avez une panne moteur, toute l'énergie est mise à réparer le moteur, mais fondamentalement, vous ne changez ni le conducteur, ni l'équipage, ni la voiture. Ça, c'est une panne. Dans la panne, le retour en arrière est possible. Dans la crise, le retour en arrière est impossible. Il y a un film qui est évidemment Sully, et il y a une excellente conférence de Laurent Bibard qui explique ça aussi, celui qui tient la chaire de la complexité, c'est que dans la crise, le retour à l'état initial n'est pas possible, et en l'occurrence, dans Sully, de se reposer à l'aéroport initial était une option qu'il a écartée pour se poser sur l'Hudson, qui était quelque chose de entièrement nouveau. Et ce qui nous a intéressé là-dedans, c'est que dans la crise, il y a quelque chose de déjà mort qu'il faut abandonner. Et souvent, les crises sont des transformations. La transformation, c'est explorer l'inconnu à partir du connu. C'est aussi aller chercher le vivant à partir de ce qui est mort et de ce qu'on abandonne. Et vous allez voir que là, c'est fondamental parce que dans beaucoup de crises que l'on traverse, il y a du mort qu'il faut abandonner, d'où la courbe du deuil, pour aller se séparer du mort et aller chercher le vivant. Et ça, c'est une lecture qui est intéressante. Quand on parle de crise du travail, crise de la productivité ou crise de la planète, on est trop souvent en train d'être attaché à ce qui est mort et on ne va pas vers ce qui est vivant. Et c'est une des pistes qu'on souhaite poursuivre. Et on vous donne comme… D'ailleurs, question. Voilà, comme question, est-ce que le Covid, à votre avis, par rapport à cette différence sémantique, est-ce que le Covid est une crise ou une panne? Alors, ce qui est intéressant, voilà, et on la gère, voilà, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une crise.
on va faire circuler, mais enfin, là, c'était l'idée de prendre une petite température et on pense que voilà, l'unanimité faite, y compris à distance, est faite sur le fait que le Covid est une crise, et c'est très clairement une crise, mais elle est gérée partout comme une panne. C'est-à-dire que, typiquement dans les entreprises, on a mis longtemps à comprendre que les choses ne reviendraient pas comme avant, et trop souvent, on l'a considéré comme une panne, avec un retour en arrière, dont on voulait que les gens reviennent au travail et tout ça. Et donc, le Covid a longtemps été géré, c'est peut-être moins le cas maintenant, mais a longtemps été géré comme une panne alors que c'est une crise. Tout ça pour poser le postulat que ce dont on va parler derrière, qui sont des crises, portent en elles quelque chose de déjà mort, et que c'est en se séparant de ce mort qu'on va renouer un lien vivant avec le vivant. Donc, on a évoqué tout à l'heure les crises du travail. Et en fait, on avait préparé une 50aine de slides sur les crises du travail, le burn-out, les machins, les trucs. Et puis, au dernier moment, en fait, on a trouvé cette idée. Alors, je ne sais pas si elle est géniale, vous me direz après, mais c'est qu'on est reparti. Alors, le truc ne semble pas très vivant comme ça de base. On est reparti de l'étude Mercer qui vient d'être publiée sur les enjeux RH de 2022. Bon, donc jusque-là, pas très glamour, sauf que lorsque on observe à travers le prisme du vivant ces enjeux RH, vous allez voir que cette grille de lecture que je vous propose est assez intéressante, puisque ça, ce sont les 5 enjeux qui sont… donc c'est une étude qui est mondiale et qui est publiée chaque année. Dans les années précédentes, il y avait les revendications salariales, il y avait des revendications d'évolution de carrière. Assez rapidement, la RSE s'est invitée, l'employabilité, l'image de marque. Et pour la première fois cette année, et ça c'est un changement qui est très important, pour la première fois cette année, les attentes RH, ou en tout cas les enjeux RH au sein de l'entreprise, des entreprises mondiales, ont radicalement changé pour atteindre des choses qui n'avaient jamais été citées précédemment et dont on vous fera observer, par exemple, l'authenticité. L'authenticité, c'est être vivant au travail, c'est être soi-même. Or, ça fait partie des attentes, ça fait partie des enjeux, c'est même le number one des enjeux de la DRH. L'authenticité, c'est être vivant dans l'entreprise, c'est se relier à ce qu'il y a de vivant en soi pour le mettre au sein de l'entreprise. Quand vous regardez le contrat employeur-collaborateur, les gens ne veulent plus travailler pour une entreprise, ce qui était le cas jusqu'à l'année dernière, mais veulent travailler avec une entreprise. Vous allez voir tout à l'heure dans les théories de la coopération et les modèles animaux d'inspiration de la coopération, c'est désormais la coopération qui est au centre de la relation entre l'employeur et le collaborateur. Ça, c'est aussi une manière d'emporter le vivant. On n'est plus dans des entreprises. Et encore une fois, on a un schéma tout à l'heure qui dit il y a un patron qui décide et les gens qui exécutent. C'est la vision très ancienne du travail. C'est désormais une vision de coopération, y compris entre le collaborateur et l'employeur. Bien-être des collaborateurs, on a parlé en long, en large, en travers, RPS, burn-out, j'y reviens pas, mais c'est quand même le troisième enjeu. L'employabilité, un tout petit peu loin, mais l'énergie collective est évidemment comment on recrée au sein d'un collectif de l'intelligence, donc de la performance, donc de l'innovation. Et ça, encore une fois, ce sont les 5 enjeux d'RH de 2022 pour toutes les entreprises. Et il nous semblait intéressant de voir que cette crise du travail peut être lue à travers le retour du vivant, en tout cas le souhait de remettre du vivant dans l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'était pour la crise du travail. Pour la crise, l'appareil de la performance et de l'innovation, il y avait 50 000 manières de l'aborder. Peut-être qu'on ne l'a pas fait de la manière la plus évidente, mais on vous a mis, voilà, ça c'était pour les souvenirs, des logos d'entreprises qui ont désormais complètement disparu. C'était des entreprises, c'était quasiment toutes leaders mondiales. Et puis on aurait pu citer Kodak, qui est un cas d'école. Pourquoi on a cité ça? Parce qu'il y a encore des entreprises, il y en a de plus en plus, qui meurent de ne pas innover. Donc, on pense que dans la crise de l'innovation, il y a quelque chose à voir avec la relation vivante que l'entreprise entretient avec son écosystème et que l'équipe qui est censée innover dans l'entreprise entretient avec son écosystème. Pour avoir beaucoup travaillé sur la performance des équipes de recherche, moi, j'étais souvent surpris que ces équipes, elles étaient très en vase clos, donc elles étaient vivantes entre elles, mais elles n'entretenaient pas de lien vivant au sein de l'entreprise et plus tard, quand la panne de compétitivité des entreprises est arrivée, avec les écosystèmes directs que sont les startups, que sont les clients. L'arrivée du patient-in dans l'industrie pharmaceutique de remettre le patient au cœur, c'était aussi de remettre de la vie au cœur de l'écosystème. Et donc, la crise de la performance peut être regardée à travers le prisme de comment je remets un lien vivant au sein des équipes, évidemment, des équipes autres dans l'entreprise, mais de l'entreprise avec son écosystème. Si tu me permets un commentaire,
dans la théorie organisationnelle d'Eric Berne, il dit même qu'à 80% de son temps, un leader, le grand patron ou chaque leader dans une équipe, chaque manager, devrait passer 80% de son temps à observer, comprendre l'environnement, comprendre l'élément stratégique, comprendre ce qui bouge. Donc déjà observer et puis voir après comment l'entreprise, en tout cas le système, va bouger par rapport à ça. Bien souvent, on ne le fait pas et c'est ça qui nous fait défaut. Donc ça, ce sont des théories qui nous viennent de la psychologie. Eric Berne a observé les organisations, il a observé aussi ses patients. Il en a tiré ces conclusions-là qui sont extrêmement vivaces et qui se vérifient au quotidien. Et pour aller dans ton sens, et on en parlait en venant, il est souvent, quand on accompagne des équipes, il y a un exercice qu'on propose qui est le fait de dessiner leur écosystème. C'est-à-dire que c'est relativement simple, c'est-à-dire qu'au lieu de dessiner l'équipe, de se regarder le nombril, on regarde cette équipe, elle évolue dans quel écosystème. On est surpris, voire médusé à chaque fois, de l'incapacité de l'équipe à se penser partie d'un système. Et on ne pense même pas le lien qu'on entretient, parce que la deuxième étape de l'atelier consiste à qualifier le lien, à quelle distance je suis du système, quel est le lien de subordination, de coopération, quelles sont les règles qui régissent ce lien-là. On n'en est même pas là, mais c'est quelle est la capacité de l'équipe à se voir au sein d'un système. Et donc ça, c'est intéressant, parce que sans faire ça, on peut travailler dans le cadre d'un team building sur la performance de l'équipe. Il est très compliqué de travailler sur une performance systémique si justement l'équipe ne se sent pas partie d'un système. Donc, on pourra en parler des heures, mais voilà, d'avoir ça en tête. On vous ouvre des chemins. Dernière crise, évidemment, sur laquelle on revient, d'ailleurs, c'est que là, ce n'est pas crise au singulier. En fait, on est face à de multiples crises au pluriel qui se potentialisent les unes les autres. Quand on parle effectivement des modifications, si on veut être light, des perturbations du système Terre. Donc, le changement du climat, le changement climatique est une crise, mais il y en a bien d'autres. Il y a l'effondrement de la biodiversité qui en est une autre, la perturbation du cycle de l'eau qui en est encore une autre, l'épuisement des ressources, là, des minerais, etc., de tout ce qui nous sert à produire, à construire aussi. Et donc, une façon de se les représenter, le schéma n'est pas de moi, vous devez le connaître, on représente les 9 limites planétaires. Les scientifiques ont mis à jour l'existence de ces 9 limites, c'est-à-dire que sur 9 paradigmes différents, voilà, l'eau, le cycle du phosphore et de l'azote, le changement climatique, l'étalement, le taux d'occupation des sols, on regarde et on a établi des seuils qu'il ne faudrait pas dépasser si on veut la soutenabilité de la vie sur Terre et en premier lieu la nôtre, celle des humains. Eh bien, en 2022, nous avons déjà dépassé 6 de ces 9 limites. Donc, les crises sont avérées et ce qui est difficile à appréhender aujourd'hui, d'ailleurs, c'est qu'encore une fois, elles se potentialisent. Il y a des effets de seuil, des boucles de rétroaction qui s'activent, qui fait que donc, le problème commence à apparaître et à être visible et peut-être un peu compris, mais derrière, l'ampleur est énorme. Et donc, nous, au-delà de revenir sur l'origine des crises, dont on sait maintenant de manière certaine que c'est les activités humaines qui ont perturbé ça, l'idée c'est peut-être de se dire en fait qu'est-ce qui est peut-être une des causes à regarder, est-ce que c'est dans la relation que nous entretenons avec le vivant, avec la nature, qu'il n'y aurait pas quelque chose à questionner et pour nous à changer radicalement. Aujourd'hui, alors je ne sais pas, ça n'est pas de moi, bien des gens le disent, à commencer par Aurélien Barraud, l'astrophysicien, qui dit que tant que nous penserons que la croissance, on associera le terme de croissance au fait de détruire un espace gorgé de vie pour le remplacer par une plateforme aussi neutre en carbone soit-elle, nous n'aurons pas commencé à nous occuper sérieusement du problème. Donc, en fait, maintenant, les systémiciens, les astrophysiciens, les scientifiques, le GIEC le dit, c'est dans le lien qu'on entretient avec la nature, une nature que nous réifions, qu'on a chosifiée, le rapport qu'on entretient avec les ressources naturelles. Si je suis un peu vache, c'est globalement du pillage en règle, voire même certains osent brandir le terme d'écocide. On anéantit le vivant au service de ce que nous appelons croissance, progrès, confort. Donc on voit bien que ce sont des croyances depuis 250 ans, depuis la découverte des énergies fossiles, c'est le dogme de l'économie, c'est comme ça. Donc vous voyez, quand on dit qu'il faut changer de posture, le chemin à parcourir, il est grand. Et malheureusement pour nous, ou peut-être heureusement, peut-être qu'il faut plutôt y voir une opportunité. Il y a une urgence à le faire, c'est-à-dire qu'il faut bouger très vite, très fort, très profond, tout de suite. Donc voilà, vous le savez, hein, a priori ça je ne vous apprends rien, mais donc voilà, donc c'est dans notre, et c'est
nous, on propose, et c'est comme ça qu'on accompagne, par exemple, les évolutions des raisons d'être des entreprises qui ont envie d'intégrer les enjeux sociaux et environnementaux dans la mission qu'elles se donnent. Eh bien, c'est d'abord, ou en tout cas, il y a des moments où on va leur faire éprouver dans leur chair, dans leur cœur, quelles relations au vivant elles entretiennent. Et ça dit, c'est très signifiant, ça dit beaucoup. Et peu importe la distance à laquelle on s'en trouve, le chemin est toujours là. Et donc, c'est un pas après l'autre. Donc, aussi, pour ça, pour vous dire qu'il y a de l'espoir. Mais la tâche est grande. Donc là, on voulait vous passer un peu plus en détail les mécanismes à l'œuvre dans ces crises pour arriver à ça. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que c'est déjà une première piste de solution. Donc, on a vu que ces crises, elles avaient un continuum, l'épuisement des ressources, relation au vivant mortifère. Et en fait, on a creusé un peu plus et on a essayé, avant de trouver des changements de posture, de regarder quels étaient les mécanismes à l'œuvre. On va aller assez vite parce qu'on a pris un peu de temps, mais il y a l'insensibilité, le phénomène de déni. Et c'est souvent le cas dans les gens qui sont en burn-out. Vous allez beau leur dire qu'ils font un burn-out, les conseiller, y compris par la voix des médecins, il y a beaucoup de déni, d'insensibilité parce que le corps n'est plus sensible à l'épuisement et donc c'est ce qui conduit au dépassement des limites. Et donc ça, c'est des choses qu'on observe. On pourrait le mettre au niveau de l'équipe, au niveau de la planète. Enfin, je veux dire, le déni planétaire est une évidence. Voilà. Donc, Denis a parlé de déni tout à l'heure. Voilà, c'est dans le champ. Là, on est vraiment dans un phénomène de déni qui est d'ailleurs, étrangement, le début de la courbe de deuil. Logique de prédation et de domination, on y reviendra tout à l'heure par un exemple très concret, mais ça, c'est très intéressant. Je l'ai évoqué un tout petit peu dans des organisations matricielles où il y a un big boss qui décide dans le contrôle et une commande et qui épuise des ressources qui sont là juste pour produire de la tâche. Vous verrez que ces logiques qui sont des logiques d'entreprise, on les a aussi d'un point de vue personnel, mais on les a évidemment d'un point de vue planétaire. L'homme est l'espèce de suprématie et épuise tout, mais on reviendra. Le sentiment de toute puissance est intéressant. Lorsqu'on traite des gens en burn-out, c'est souvent des overachievers, c'est des superwomen et des superman qui sont vraiment dans la tâche, qui se sentent en surpuissance et qui, parfois, se heurtent à leurs propres failles. Et donc, ce sentiment de toute puissance que l'homme a, il l'a au niveau du burn-out. C'est souvent des équipes, CF Kodak qui est l'exemple voilà, d'une boîte qui se sentait toute puissante parce qu'elle était leader du marché et qui, demain, s'effondre. Bon, dépassement des limites, je pense qu'on n'y revient pas, on en a parlé pas mal déjà. Le lien dysfonctionnel à l'environnement, pareil, quel qu'il soit. On voit des phénomènes on en parlera après, mais voilà, ça commence par un lien dysfonctionnel, non optimal avec son environnement, et puis ça, peu à peu, ça va se transformer en ce qu'on voit plus tard, le repli sur soi, l'isolement. Là où on peut juste prendre 5 secondes pour s'arrêter, c'est la question du rapport au temps. Dans chacune de ces crises, quand on pense à un individu qui est en burn-out, quand on pense à une équipe qui est en perte d'innovation, ou quand on pense à la crise planétaire, en fait, aujourd'hui, quand on voit les symptômes apparaître, globalement, c'est qu'il est déjà trop tard. Et les phénomènes, le démarrage se situe de manière bien antérieure. Et donc, c'est une dégradation qui est extrêmement lente, progressive, insidieuse. Un chercheur, un professeur, je viens de lire un article, dit ça, il dit bon, parfois, ce sont les petits contentements avec la médiocrité ou le fait qu'on ne va pas résoudre tel problème qui vont finir par aboutir à une crise de l'innovation dans une équipe. Donc, ce sont des petits riens, des petits signaux. Tu le disais, on n'écoute pas le corps dans le cas du burn-out. Et puis, dans le cas de la Terre, on dit, bon, on va un petit peu, on travaille sur l'épaisseur du trait, oui, on va baisser un peu les émissions de gaz à effet de serre et ça va aller. Non, ça ne va pas aller. Il y a quelque chose qu'on va questionner aussi dans le rapport au temps, c'est-à-dire que comment faire pour peut-être ne pas attendre l'irruption des symptômes et donc déjà des conséquences, mais peut-être apprendre à écouter sur un temps plus long déjà les micro-bruits qui sont bel et bien déjà là et auxquels on ne prête pas attention. Alors, autre mécanisme à l'œuvre, c'est la perte du lien. On l'a évoqué tout à l'heure, comment le fait de se couper d'eux, de se couper de soi, de se couper de son environnement, de son équipe. Et la perte de l'écoute aussi. Alors, c'est intéressant parce que souvent, on dit les managers n'écoutent pas, les managers, voilà, l'homme n'écoute pas la planète. On pose aussi comme postulat, et c'est un changement de posture qu'on propose quand on accompagne, de commencer par s'écouter soi-même, de ne pas être capable d'écouter les autres. C'est souvent et avant tout parce qu'on ne s'écoute pas soi-même, et donc de relier, puisque là on est déjà dans les pistes de solutions, de se relier à soi en s'écoutant,
permet, en tout cas, c'est l'hypothèse qu'on formule, de mieux écouter les autres. Le repli sur soi, l'isolement, on en a parlé, mais c'est des choses qu'on travaille également. Comment le fait de revenir à soi, de revenir dans l'entre-soi, quand c'est le cas d'une équipe, peut être un phénomène grave. Et puis l'effondrement, évidemment, ça on en parle tous. L'effondrement est une réalité. Physiologiquement, un burn-out, c'est un effondrement du taux de cortisol et du taux de dopamine. Donc il y a aussi des choses qui sont observables, y compris physiquement, et sur lesquelles on peut travailler. Et ce qui nous a semblé intéressant à travers ces mécanismes, c'est de se dire, maintenant qu'il y a les mécanismes, comment en tant que coach on travaille dessus, et c'est l'exemple qu'on va prendre et qu'on va tirer pour vous montrer que ce n'est pas simplement des choses en l'air, mais qu'on peut travailler dessus en changeant la posture. Donc, vous avez certainement peut-être déjà vu passer ce schéma qui dit qu'il faudrait passer d'une posture de l'égocentrisme à l'éco, peut-être l'écologie du monde. Si on reprend le sentiment de toute puissance, aujourd'hui, c'est peut-être bel et bien ce sentiment qui fait qu'on se pense, nous, humains, et d'ailleurs, merci parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans cette salle ce soir, et c'est super. Mais en tout cas, dans le dessin, même l'homme se pense supérieur à l'espèce femme et évidemment au top de la pyramide de toutes les autres espèces vivantes. Bon, manque de bol, comme on s'aborde tout le reste des fondements, à un moment donné, la pyramide va s'écrouler. Mais donc, en fait, c'est donc cette croyance, ce sentiment de toute puissance qui s'accompagne. Aujourd'hui, on vit un peu hors sol, donc on est tourné sur plein d'autres univers, la conquête spatiale, le métaverse, etc. Plus ça va, plus on s'éloigne du sol, et plus on s'éloigne, plus on vit hors sol, dans un désir d'obtention de tout de manière instantanée. Peut-être que c'est toutes ces croyances, tous ces schémas, tous ces paradigmes de pensée qu'il faut changer, et donc sortir d'un sentiment de toute puissance reviendrait à se remettre à occuper une autre place dans l'écosystème, dans un écosystème plus circulaire, dans lequel déjà pour passer de gauche à droite, à notre sens, il nous faudra de l'humilité, du courage et accepter de regarder qu'on s'est trompé. Et c'est OK, et qu'on peut être aussi apprenant de nos erreurs et peut-être accepter de rétro-agir ou de rétro-pédaler et que ça ne serait pas rétrograde, mais peut-être un signe de progrès. Et là encore, de repenser notre rapport avec les autres espèces vivantes. Pierre Kropotkin, qui était un anthropologue russe du début du 19e, 20e siècle, disait que les espèces qui survivent, puisqu'on est quand même dans une logique de durabilité et de maintien de la vie sur Terre, les espèces qui survivent ne sont ni les plus fortes, ni celles qui ont le plus d'aptitude, mais celles qui s'entraident et qui coopèrent le plus. Donc, a priori, la durabilité, on pourrait aussi la mettre plutôt du côté droit du schéma. Et donc, c'est possible, là aussi, à un certain prix, en tout cas par un accompagnement spécifique, et c'est ça qu'on vous partage tout de suite, de passer, de sortir d'un sentiment de toute puissance pour revenir peut-être à une posture de plus humilité qui nous renvoie peut-être aussi à la question de notre finitude. Alors, question de la finitude, difficile d'enchaîner. La bonne nouvelle, c'est que le modèle qu'on vient de voir et ce changement de posture, de passer de la toute-puissance au fait d'être une espèce parmi d'autres, en fait, il est applicable dans le monde de l'entreprise et y compris il est applicable à l'échelle individuelle. Quand on accompagne des équipes ou quand on accompagne des entreprises dans leur évolution du leadership, on peut passer d'entreprises qui sont extrêmement pyramidales, donc vraiment dans le contrôle and command, et donc dans l'épuisement de la ressource comme celui qui fait, l'homme qui fait, comme une ressource laborieuse. Et tout l'enjeu est de passer en stade 3, c'est le leadership de coopération, où on remet du vivant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un leader qui contrôle et qui sait, mais il y a un leader parmi un écosystème de vivants. Et donc là, on est vraiment dans des logiques de coopération et de performance. Le niveau intermédiaire, le stade 2, le groupe indépendant, c'est le matriciel qui est bien connu, c'est les stades d'entraide. Donc, ce modèle où il n'y a pas la toute-puissance de quelqu'un qui sait et qui dirige des équipes et qui va épuiser ses équipes, c'est le modèle de management ancien, on peut aller vers des modèles, y compris vivants, dans l'entreprise. Et c'est ça souvent qu'on travaille dans les modèles de coopération. Alors, comment faire? Alors, on n'a pas toutes les solutions, puisque depuis le début, on vous a dit qu'on était là avec humilité et que l'hypothèse de travail que nous travaillons, c'est par définition une hypothèse. Donc, on essaye de chercher. Et en cherchant, on pense quand même que parmi tous ces mécanismes qu'on a identifiés, les 9, on vous a montré que le changement de posture pouvait être un moyen. Et on va un peu plus loin, puisqu'on a quand même dans le viseur la reconnexion au vivant. On pense que pour travailler la posture, la première chose, et ça, vous allez peut-être vous dire, on est venu là pour ça, pour entendre parler de ça, c'est d'observer la nature.
c'est d'observer la nature. On va démarrer par ça et on va vous dire pourquoi tout à l'heure on pense que c'est la première étape et pourquoi on pense que malgré son apparente simplicité, c'est une étape qui est très complexe. Ensuite, une fois qu'on a observé la nature, on pense qu'au-delà du regard qu'on va y porter, c'est un regard qui est un regard un peu scientifique d'inspiration, comment la nature peut nous inspirer et comment, dans nos pratiques, qu'elles soient individuelles, qu'elles soient collectives au sein d'une entreprise ou qu'elles soient planétaires au niveau mondial, comment on peut intégrer ce que la nature a à nous apprendre pour entretenir un lien vertueux avec l'environnement. L'environnement dans la polysémie du mot, ce n'est pas simplement l'environnement, c'est l'écosystème. Donc là, c'est un peu pompeux comme photo pour un sujet qui l'est tout autant, qui est l'observation de la nature. Alors pourquoi je dis que c'est pompeux? Parce qu'effectivement, il y a toute une… Observer le vivant, on en parle beaucoup sur les réseaux, d'aller dans la nature, d'écouter les oiseaux, machin. Nous, on n'est pas du tout sur ce niveau-là. On est vraiment sur le niveau de se dire comment je sanctuarise l'observation. C'est quoi observer? Dans une société où tout va vite, où on ne contemple plus, c'est quoi le temps, le pas de côté, où, comme on a fait tout à l'heure, on écoute le silence, on fait le vide en soi, et on est vraiment dans une posture d'observation, comme le 18e, un naturalisme, quand on est revenu à l'observation de la nature, mais avec la beauté du regard, que la beauté soit dans le regard, non dans la chose regardée. Et donc d'avoir cette observation, ce regard ingénu, cette envie d'apprendre. Et encore une fois, je sens à la fois le ridicule de dire une chose aussi évidente, et en même temps, pour l'avoir expérimenté, l'absolue complexité de vraiment observer avec un regard intéressé. Voilà. Donc, première chose, c'est d'observer la nature avec ce regard. Et la deuxième, c'est de s'inspirer. Et là, on va revenir au lombric qui était cher à Jean-Claude. Voilà, Jean-Claude. Donc, c'est comment la nature, alors là, pareil, c'est quelques pistes de solutions, mais comment la nature, quand on l'observe vraiment, et vous avez vu sur les réseaux sociaux ce petit pin qui a 2 mois, comment on observe vraiment, pas simplement en passant dans une forêt, en voyant un petit pin, mais en l'observant de l'intérieur, en regardant l'enracinement de ce pin, qui est énorme par rapport à la taille du pin, et se dire que peut-être qu'avant de s'élever, il faut s'enfoncer, que l'enracinement est peut-être le plus important de tout, c'est le début de la vie du pin, et que la lumière, finalement, elle n'est peut-être pas vers le dessus, mais elle est aussi vers le dessous. Donc voilà, quand on observe vraiment la nature, avec ce regard poétique que chacun d'entre vous a eu au début, en parlant de soi, comment on peut s'inspirer de la nature, comment le vol des oies sauvages, que vous connaissez en management, c'est un exemple de management participatif, de leadership partagé, comment on observe les oies qui changent quand elles sont fatiguées, comment celles de derrière crient pour encourager les autres, comment les oies peuvent être un modèle idéal de fonctionnement d'équipe. Et donc, les vers de terre, Jean-Claude, peut-être que je ne vous apprends rien, mais 2 rôles majeurs des vers de terre dans les sols. Premier rôle, c'est donc la capacité du ver de terre à transformer des déchets, donc de la matière organique, en un humus hyper riche. Ça, on le voit dans les mécanismes du compost, ou peut-être vous avez des lombricomposteurs dans vos appartements. Donc, quand même, boucle vertueuse par excellence, il régénère pas mal le ver de terre. Deuxième rôle, il aère les sols en creusant des galeries. Et donc, en aérant les sols, déjà, notre petit pin, il va pouvoir mieux s'enraciner, c'est quand même plus facile, donc encore une fois, quelque part, de construire des fondations solides, durables, dans une terre qui est meuble, que dans une terre qui est compacte et sèche, par exemple, celle de vos jardins, peut-être si vous ne les avez pas arrosés cette année. On voit bien que c'est compliqué, même donner un coup de pioche, parfois c'est difficile. Et donc, en aérant les sols, il permet une meilleure circulation de l'ensemble des fluides, l'eau, tous les échanges biochimiques, et donc, il contribue à régénérer les sols. Donc on dit merci Jean-Claude le ver de terre. Donc je reconnais la référence littéraire pour lire les mêmes livres à mes enfants. Donc voilà, et donc 3e étape, on a dit intégration. Donc tout ça, pareil, on voulait finir quand même sur une note extrêmement positive. Ce ne sont pas des utopies, tout ce qu'on raconte. Il y a des entreprises qui ont remis le vivant au cœur de leur modèle d'affaires. Alors, on vous a mis quelques exemples. Alors, soit ce sont des entreprises, en haut à gauche, c'est donc Emmanuel Druon, qui est le CEO de Pocheco, qui est une usine qui fabrique des enveloppes dans le nord de la France et qui donc, lui, qui nous propose notamment son concept d'économie qui est entreprendre sans détruire. Donc là, l'idée, c'est on produit, mais en régénérant les écosystèmes. Enfin, là, si vous avez la chance d'aller visiter ses usines, les bureaux, c'est extraordinaire, ou de lire son livre. Donc là, l'idée, c'est comment je n'épuise pas les ressources et comment je construis un écosystème de production vivant, auto-régénérant. Fabuleux.
Il y a un autre modèle d'entreprise. Et alors pour celles et ceux qui sont avec nous en présentiel, on vous a apporté des livres qui ont été nos sources d'inspiration pour vous parler de tout ça ce soir. Il y a notamment un livre sur la perma-entreprise. Donc ça, c'est Sylvain Brozard, le PDG de Norcis, qui a établi ce modèle directement emprunté à la permaculture. Donc, à l'intérieur de l'entreprise, il y a quoi? 3 principes: prendre soin des hommes, prendre soin de la terre et se fixer des limites et partager les richesses. Une autre approche de l'économie, intéressant de se dire que nous n'avons rien inventé avec notre modèle, mais que le premier principe quand même, c'est l'observation. Donc ça, et puis l'interaction. Donc, on est quand même en plein dans notre sujet. On n'a pas pompé chez Sylvain Brozard. 4e principe, appliquer l'autorégulation et accepter la rétroaction. Donc ça, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Très intéressant. Et enfin, 2 modèles là qui ne sont pas dédiés, enfin applicables à une entreprise, mais dont les entreprises peuvent s'inspirer et après adapter au terrain. La théorie du donut de Kate Raworth, qui fixe en fait à la fois un plancher social qui dit que les entreprises doivent contribuer à répondre aux besoins. Il y a des besoins fondamentaux de l'humanité qu'on ne peut pas descendre en deçà de ce plancher social. Et en même temps, on doit le faire comment? En restant dans le fameux, dans le donut vert, en restant sous le seuil des limites planétaires. Et dernier modèle qu'on voulait vous partager, qui est un modèle, donc l'économie régénérative. Donc Christophe Samples est un peu le fondateur et porte-parole au sein de son institut Lumia. Là, l'idée, c'est vraiment une économie qui met le vivant au cœur de son modèle, au cœur de chacune des décisions, de chacune des actions de l'entreprise, et qui, eux aussi, ils accompagnent beaucoup la transformation des entreprises, et qui a une parole, je trouve, extrêmement intéressante sur la distance de l'entreprise. À quelle distance, mon entreprise se situe par rapport au vivant? Et visiblement, ça, on l'éprouve aussi, il est plus facile de se transformer, d'intégrer, de changer le rapport au vivant quand on en est plus proche. Donc ça veut dire qu'il y a certaines entreprises qui ont la chance, on travaille dans les business de l'eau, a priori peut-être la transformation sera plus simple, et on peut par exemple se dire qu'au-delà de vendre du matériel pour faire circuler l'eau dans la maison, demain on vendra en fait des mètres cubes d'eau économisés. Donc là on voit bien qu'il y a un shift des business models. Et deuxième application, c'est quand on est dans des business éloignés du vivant, quand on produit des lave-vaisselle par exemple ou des lave-linges, et bien à ce moment-là en fait il faut penser la transformation, le rapport au vivant, non pas à l'échelle d'un système qu'est l'entreprise, mais au niveau de l'écosystème dans son ensemble, là encore via des logiques de coopération et d'entraide. Donc c'est extrêmement intéressant, ça se met en place. Vous avez certainement dû entendre le phénomène de la Convention des entreprises pour le climat qui essaye aussi de changer. Enfin, c'est des 150 dirigeants qui changent, qui ont envie de faire évoluer le rapport au vivant, la place de l'humain dans tous ces systèmes-là. Donc ça existe. Donc il y a déjà une intégration réelle du vivant dans certains modèles d'affaires. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, et juste un tout petit temps. Un point chrono? Oui, un point chrono. Il nous reste 20 minutes, questions comprises. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire 10 minutes. Oui, on fait 10 minutes. Okay. Alors, vous n'allez pas tenir compte des temps qu'on a mis là. Donc là, c'est un deuxième temps d'exploration qu'on vous propose. Là aussi, dans la salle et puis derrière vos écrans, bien entendu. Donc, on vous propose quelque part de mettre en application rapidement le fameux modèle, observer, s'inspirer, peut-être intégrer, on verra. Mais dans un premier temps, d'observer. Donc, on vous demande de prendre quelques minutes. On va vous laisser 2-3 minutes pour observer. On va vous dire quoi dans pas longtemps. Et puis il y aura d'autres temps après, mais on se garde quelques surprises. Je pense que c'est important peut-être de noter. Oui. Parce que ça va être un matériau qu'on va réutiliser. Donc, par rapport aux questions qu'on va vous poser, de noter ce qui vous passe par la tête, de noter ce que vous observez, un peu comme si vous partiez dans la campagne, dessiner un peu des paysages. Voilà, vous allez dessiner votre paysage mental. Puis ensuite, on va vous donner les consignes. OK. Première question. Voilà. En gros, qu'est-ce qu'il y a de vivant en vous? Comme on vous donne d'emblée la deuxième question, et vous pourrez les traiter dans l'ordre qui vous convient, qu'est-ce qu'il y a de vivant autour de vous, là où vous êtes présentement? Et pour ça, on se donne 3 minutes. Ça marche?
vous reste 1 minute pour explorer ce qu'il y a de vivant en vous, qu'est-ce qu'il y a de vivant autour de vous. Super. Peu importe où vous en êtes. On vous propose maintenant de prendre un temps d'échange avec votre voisin de droite. Bien. On va se débrouiller. À distance, on va vous mettre en sous-commission 2 par 2 de manière random. Et on va se laisser aussi, là peut-être Mathilde, je ne sais pas s'il y a un temps qui est prévu, mais on va se laisser 3 minutes. 3 minutes, c'est un temps d'échange et de partage justement sur ce que vous avez observé, ce que vous avez noté de vos ressentis, de vos sensations. Vous pouvez faire comme bon vous semble, faire l'un après l'autre. Il n'y a pas de règle, simplement de partager ensemble vos ressentis. Et quand vous recevez, de regarder ce que ça change chez vous. C'est-à-dire quand l'autre me dit ce qu'il y a de vivant en lui, qu'est-ce que ça évoque, voilà, et de regarder ce qui se passe dans la relation. C'est de ça dont on a parlé. On se donne 3 minutes et ensuite on débriefera pour voir ce qui s'est passé. Et donc c'est 2 comme ça. Ça marche? Et à distance. Et si Marlène, tu es toute seule, tu te greffes à un groupe, hein, vous faites à 3. Tu te greffes à 3. Ouais.
Voilà, hop. C'est bon, a priori, c'est terminé. C'est terminé pour vous. Ouais, on est obligé de vous arrêter dans cet élan. On s'en excuse, mais le temps nous manque. Est-ce qu'on a récupéré nos amis qui sont à distance? Oui, super. On va s'arrêter là, hélas, juste pour un petit débriefing, méta. On va reprendre. Ce qui est intéressant, c'est que c'était l'expérience. Exactement. C'est l'expérience à laquelle on voulait arriver, de créer la vie, justement, et d'observer. Et nous, on l'a observé de l'extérieur, comment la vie, quand on passe de l'individuel au partage, comment quelque chose se crée de vivant dans le groupe. Ça, c'était joli à observer. Ce qu'on voulait vous débriefer aussi, c'est que notre conviction, elle paraît évidente, et en même temps, quand vous l'éprouvez, ce n'est pas si simple que ça. C'est que pour bien écouter les autres, il faut d'abord s'écouter soi-même. C'est pour ça qu'on vous a invité à regarder ce qu'il y avait de vivant en vous et autour de vous, et de sans cesse faire cette espèce de bascule en se disant, oui, observer la nature, d'accord, mais quelle est la partie nature que j'ai en moi, et de commencer à regarder l'intérieur, l'extérieur. Et puis, ce qui est intéressant, et là, c'est dans le partage que vous avez fait l'un et l'autre, c'est comment vous avez ressenti la vivance de l'autre, comment, quand je me connecte, comment j'établis un lien. Et c'est précisément le cœur de notre exposé. Et si on a pu vous le faire toucher du doigt, c'est intéressant. Comment j'arrive, en partageant ma vivance, à créer du lien vivant. Et qu'est-ce qui se passe quand on crée du lien vivant? Alors, je ne sais pas à distance comment vous avez vécu l'expérience, mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui s'est créé d'assez vivant et d'assez beau. Et c'est précisément ce qu'on souhaite faire et ce qu'on fait d'ailleurs dans nos accompagnements dans les entreprises, de comment recréer du lien avec le vivant. Et voilà. Et on va quand même se garder quelques minutes pour prendre des questions. Alors, il y avait une slide peut-être avant. Ah, tu es d'accord? Okay. Non, pas maintenant. Non, mais c'est vivant, j'avais oublié. Allez hop. Allez hop là. C'était la petite slide de vivance. Et puis après, en fait, comme ça permettra de clôturer le temps de parole. Et ensuite, il y a un temps de questions. Ce n'est pas le moment des slides. C'est vrai, ça moi aussi, pas. je sens bien qu'il y a une question de… Voilà. Non, juste pour, c'était la question d'atterrissage pour dire qu'effectivement, tout ce qu'on vous a expliqué a un objectif bien particulier. Le premier, c'est travailler sur l'écologie de soi. Et on revient au titre de la conférence. Et évidemment, pour prévenir les risques psychosociaux, les risques de burn-out, comment je remets du vivant dans ma relation à moi et à l'environnement. Ça nous permet d'aborder l'écologie des relations. On travaille beaucoup là-dessus en coaching d'équipe, en coaching d'organisation. Et là, l'idée, c'est de booster l'innovation, la performance, la coopération. Et puis tout ça, ça nous permet, on l'espère, d'aller sur les niveaux de l'écologie dite planétaire, où là, comme je vous le partageais tout à l'heure, on accompagne des dirigeants, parfois même dans leur résistance sur ces sujets-là, et des comités, des CODIR, des COMEX, à shifter, changer, disrupter les business models et intégrer les limites planétaires et le vivant au cœur même du modèle de l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on fait, c'est cette grille d'analyse que nous, on applique et qui nous permet d'entrevoir, ce n'est pas la seule qu'on utilise, mais elle nous permet d'entrevoir parfois des dysfonctionnements sous des prismes différents. Là encore, nous-mêmes, ça nous amène à changer de posture. Voilà, merci beaucoup, merci de votre attention. Et là, on ouvre un temps qui va être, on espère, un temps vivant, qui est le temps des questions. Et il faut qu'on ait cette vigilance que je n'ai pas eue depuis le début, de bien prendre le micro, parce que pour les personnes qui sont à distance et qui ont le droit aussi évidemment de poser des questions, quand on est dans la salle, on n'est pas entendu. Donc prenez bien dans la salle le micro si vous souhaitez poser des questions. Merci. Ce ne sera pas une question, ça sera une remarque. J'ai été frappé dans votre slide sur la pyramide de l'ego, avec l'autre ronde, du parallèle qu'on peut faire avec les découvertes de la science et de la physique quantique, qui nous expliquent qu'on est tous interreliés. Donc, de toute façon, avec la prise de conscience, on va forcément passer du système, on va dire, newtonien, de la physique newtonienne, de la séparation et de la maîtrise de tout, à la prise de conscience que le monde est un univers quantique, que toutes les relations sont un univers quantique, qu'on le veuille ou non, on est relié à tout. Et forcément, on va arriver à cette boucle de l'écho qui s'avère formidable. Oui. Voilà. Donc, soyons très, très confiants dans l'avenir. Ça revient aussi ce que tu disais sur Edgar Morin, tu sais. Oui. Merci. Merci beaucoup. On va l'intégrer. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Peut-être. Ouais.
Mathilde, c'est toi qui surveille à distance? Oui. Super. Alors peut-être qu'on va prendre une question en ligne et puis après on te passe la parole. On alterne, c'est vivant. Ouais. Donc, une question de Alex. Connaissez-vous la notion d'écologie humaine? Ça a l'air de bien se rejoindre dans les fondamentaux avec ce que vous avez exposé. Oui. Tu connais, toi? Oui, oui, oui. Ah ben, dis-le. C'était un commentaire ou une question? Ah oui, oui, on l'a. Enfin. Alors moi, je ne connais pas ce terme comme ça. Moi, j'ai entendu parler de l'écologie intégrative avec différentes strates. Il y a Félix Guattari qu'on peut lire là-dessus. Il y a plein de philosophes contemporains aussi qui travaillent beaucoup autour de ces notions-là. Écologie humaine, non, c'est pas un terme. Je ne crois pas moi l'avoir rencontré, mais alors moi, je l'ai rencontré dans les lectures. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, le vivant et remettre le vivant dans la réflexion, c'est quelque chose qui est entre guillemets très à la mode et qui est, c'est pas simplement à travers le prisme écologique, mais typiquement on parlait de biocratie, c'est-à-dire c'est un concept qui a été repris de la philosophie du 19e siècle et qui remet au sein des systèmes politiques le vivant. Et donc il y a plein de pensées, il y a un courant dont l'écologie fait partie, de remettre le vivant au centre. Donc effectivement, c'est pas complètement nouveau ce qu'on non, oui, presque on pourrait, voilà, faut revenir. Moi, j'aime bien aussi revenir à la racine du mot écologie. Hein. C'est pour ça qu'on le décline beaucoup à toutes les sauces, mais parce qu'en tant que tel, c'est pas forcément la science de la nature. C'est prendre soin de sa maison, quelle qu'elle soit. C'est pour ça qu'on parle d'écologie interne quand on parle voilà, de soi-même, son corps, sa psyché, ses émotions, d'écologie des relations. Enfin, donc c'est un terme qui porte énormément et qui ne devrait pas, à mon sens, être circonscrit aux sciences de la nature ou juste au fait de prendre soin de la nature. C'est probablement consubstantiel de prendre soin de sa maison, de prendre soin de l'habitabilité de notre maison commune, mais nous, on lui donne une valence, en tout cas, ou des significations plus larges. Et voilà, parce que finalement, c'est le care, c'est le soin. Il y a une question également sur les plus beaux exemples d'application réussie de vos coachings. On comprend que alors oui, je peux en partager un. Coaching d'un dirigeant qui ne trouvait pas tellement de rapport, pas de sens, pas de lien avec les enjeux socio-environnementaux pour le coup, mais qui en fait ne trouvait pas beaucoup de sens dans son travail de dirigeant, qui n'était pas très motivé. Bon, et finalement, sa découverte au fil du coaching, ça a été en fait d'arriver à cette question, suis-je vivant? Il est arrivé tout seul, si j'ose dire, mais je n'avais pas. Et le jour où il a eu cette prise de conscience-là, il y a quelque chose qui a shifté dans l'attention qu'il portait à lui-même, dans la prise de conscience qu'il avait des comportements autodestructeurs, donc en fait qui annihilent le vivant, et sous prétexte parfois, c'est des mécanismes qui sont pernicieux. Quand on aime la vie, qu'on boit beaucoup, qu'on mange beaucoup, qu'on aime les sports à risque, on a l'impression d'être très vivant, et sa prise de conscience à lui, c'était de se dire que finalement, c'était une forme d'anesthésie. Faire tout ça, c'était des comportements anesthésiques, et quand c'était en dessous qu'il fallait aller chercher, et cette question qui est énorme de suis-je vivant et comment être vivant, et à partir du moment où il a rencontré cette question dans le coaching, quelque chose en lui a changé, et il a retrouvé de l'élan pour son travail. Il n'y avait pas de routine, c'est venu, c'était un élan vital, comme s'il avait perçu la source de son élan vital à un autre endroit que celle qu'il croyait être. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très beau, très puissant et très, très touchant de pouvoir assister à ça. J'ai deux exemples rapidement. Le premier, c'est la prise en charge de quelqu'un qui était en burn-out sévère et qui avait la chance d'être sportif. Donc, en fait, la sortie du burn-out a consisté à travailler sur son corps, et autant dans l'environnement professionnel, il ne voyait pas l'épuisement, autant le fait de le remettre au sport, à la fois dans l'hygiène de vie, parce qu'on sait que ça participe, mais aussi dans le fait de prendre conscience que le corps se fatiguait, là où il ne sentait pas l'épuisement. Et donc, de faire ce parallèle-là a permis, entre autres, parce qu'il a fallu un accompagnement médical, mais entre autres, de revenir à ce qui était vivant en lui, et de repasser par le corps a permis de le reconnecter à lui-même, et donc
de contribuer, parce que je suis modeste là-dessus, à la sortie du burn-out. Et après, dans les coachings réussis, c'est souvent, j'en parlais tout à l'heure, quand on fait des coachings d'équipe, quand l'équipe a cette épiphanie de se rendre compte que ce n'est pas parce qu'elle fonctionne bien qu'elle va être performante, mais c'est parce qu'elle travaille dans un écosystème avec lequel elle a des relations vivantes. Et quand l'équipe commence à comprendre, à se penser comme un système dans un système, et ensuite à caractériser le lien, à caractériser la densité et la relation vivante avec les autres, que là, l'équipe vraiment crante de manière significative en termes de performance. Après, il y a une énorme question. Je ne sais pas si c'est une... Alors, il y avait une autre question avant qui était, et puis après, on prendra votre question, qui était si on devait résumer en une phrase notre manifeste. En fait, je crois que c'était ça, ce n'est pas dit comme ça, mais notre pensée, quelle serait-elle? Et tu me regardes. Je me lance. Je te regarde, je te contemple, je t'observe comme la nature. Je me lance. Je me lance et tu verras bien. En fait, sans faire Proust, parce que la phrase du coup va être longue, mais l'idée, c'est de se dire, on pense que les crises que l'on a citées, une source, c'est l'épuisement des ressources, et que l'épuisement des ressources vient de notre lien au vivant et de notre déconnexion au vivant. Donc ça c'est le postulat de base. Et sur cette hypothèse, on pense que le travail postural, c'est un travail de reconnexion au vivant par 3 étapes fondamentales qui, sous l'apparente simplicité, méritent, je sais plus d'une phrase, mais méritent qu'on s'y attarde. C'est d'observer la nature, c'est de s'inspirer de la nature et de l'intégrer dans nos pratiques à 3 niveaux, le niveau individuel, le niveau collectif et le niveau planétaire. C'est plus qu'une phrase, mais si ça résume en quelques mots l'hypothèse qu'on a développée. Peut-être une question, et puis après on reviendra. Ouais. Ma question, c'était, quand je vois votre présentation, ça dynamite un peu la posture classique, commande de contrôle d'un manager. Si j'étais manager, je me sentirais un peu bousculée. Et de là, une remarque et une question. La remarque, déjà, moi qui suis en train de finir mon cursus à HEC, école de management, ça interroge un peu sur le management qu'on apprend aujourd'hui à la future génération de managers qui est très, 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 très loin de ces considérations, où on nous pose un peu en grand ordonnateur, on nous apprend à dessiner des grandes structures avec des grandes théories. Et bon, voilà. Est-ce qu'on peut aller plus loin aujourd'hui dans une école comme HEC? Et il y a une question aujourd'hui, si on veut devenir un manager vivant, on va dire, on commence par où? Je crois qu'on commence par soi. Et ce travail-là, il est... Aujourd'hui, on le voit beaucoup. Alors, je crois que j'ai vu passer aujourd'hui même sur LinkedIn une invitation pour un webinaire auquel j'aurais très envie d'assister sur le manager durable. Donc, j'ai beaucoup aussi cette déclinaison. Le mot durable est collé à tout maintenant. Mais en tout cas, un manager durable, je ne sais pas ce que va être le contenu de cette conférence-là, mais on dit manager durable, manager coach. Le manager doit être à l'écoute de ses équipes. Et pour pouvoir faire ça, c'est quelque part pour préserver ou pour offrir un terreau optimal de régénération des ressources de l'équipe. Prenons-le comme ça. Son but au manager, c'est que son équipe lui permette d'atteindre les objectifs, certes. Sa meilleure façon de le faire, c'est en ayant de l'engagement, de la motivation, que chacun puisse mettre ses talents au service de l'équipe et de l'atteinte des objectifs. Donc pour ça, ça lui nécessite qu'il ne soit pas juste à regarder, à faire du reporting et à faire en sorte que les objectifs soient atteints, pas atteints, comment. Donc on n'est pas sur le comment, le quoi. Ça, c'est un modèle que j'aime beaucoup, on ne vous a pas partagé aujourd'hui. C'est la fameuse, encore une pyramide, des niveaux logiques de Dilts. Et donc, très souvent, dans le management, on nous dit on tournicote dans les 3 étages du bas, qui sont en gros... c'est quoi notre marché, dans quel marché on joue, qu'est-ce qu'on va proposer comme produit-service et comment on va les fabriquer. Et donc, on tournicote dans ces 3 services-là. Et le job du manager, c'est pareil. Quelles compétences il faut que tu développes, à qui il faut que comment tu dois adapter ton management. Avant de travailler sur ça, moi, il me paraît important que le manager il travaille aussi sur les 3 niveaux du haut, qui sont en fait sa vision, en fait, pareil, à quoi je contribue en faisant ce job-là. Donc, un travail sur soi. Quel est mon rôle? Quel rôle j'ai envie de jouer? Quelles sont mes valeurs? Ce travail sur soi, déjà, de le faire, de se dire quelles sont les difficultés que j'éprouve dans le management. Ça demande beaucoup d'humilité. Est-ce que c'est difficile de gérer les conflits? Est-ce que c'est difficile de dire non à mes supérieurs hiérarchiques? Et ça, en fait, ça va commencer par une bonne connaissance de soi.
avant d'aller sur le niveau des autres, il faut déjà être très au clair sur soi. Donc, ça peut commencer, nous on intervient aussi, on fait des formations de connaissance de soi avec tout un tas d'outils. Et ce sont des aides, ce sont des leviers, mais ça nécessite aussi un changement de posture du manager, mais qui commencera par lui avant de vouloir faire changer ses équipes. Et d'ailleurs, peut-être qu'il n'aura même pas besoin de demander le changement. En fait, il y a une phrase que moi j'aime beaucoup qui est « Qu'est-ce que je change chez moi pour faire changer l'autre sans lui demander de changer ?» Et donc voilà, pour moi, tout commence par soi. Oui, je voudrais juste, je pourrais en parler des heures parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est passionnant, les niveaux de leadership. Ça pourrait être un sujet de conférence en soi. Peut-être deux choses. La première, la surprise de savoir qu'on n'enseigne pas un autre type de management. Or, les entreprises libérées, tout ça, tous les managements évoluent en stade 2 ou en stade 3. C'est comme l'évolution du management de manière générale. Et ce qu'on disait sur l'étude Mercer, je pense que le vrai shift du travail, s'il devait tenir en une phrase, c'est que les gens ne vont plus travailler pour une entreprise, mais avec une entreprise. Et donc, on rentre dans un rôle du manager comme le manager coach, le manager qui développe, le manager qui crée les conditions de la coopération et qui n'est pas celui qui distribue le travail. Je referme la parenthèse, mais voilà, je pense que… Donc, il y a du boulot. Donc, il y a du boulot. Est-ce qu'on a une question? Je suis vigilant au temps également, parce qu'on est là, peut-être pas dans l'épuisement de vos ressources temporelles. Ce serait terrible après cette conférence. Est-ce qu'on pourrait prendre peut-être deux dernières questions, une à distance et une dans la salle? Comme ça, on termine dans 5-10 minutes maximum. À distance. Mathilde, on te laisse choisir. Il y avait une question qui était intéressante sur est-ce que ce n'est pas dans la nature humaine aussi de toucher le fond, c'est-à-dire d'aller vraiment au point de rupture pour pouvoir enclencher le changement. Enfin, je ne sais pas si je reprends correctement la question, mais est-ce que voilà, pour un changement radical, il ne faut pas se retrouver dans une situation radicalement dramatique? Bon, ce serait un peu terrible, mais souvent c'est le cas. En fait, la personne partait des burn-out en disant que c'était extrêmement compliqué pour les personnes de rompre la dynamique tant qu'elles étaient dans ce moment d'effondrement avant d'avoir touché le fond. Je me lance. Allez. Ouais, alors oui, c'est intéressant. C'est une question qui est un peu dans le champ de la philosophie, donc c'est difficile d'y répondre. Je ferai remarquer quand même un certain nombre de choses. La première, c'est qu'il y a des gens qui meurent du burn-out. Donc j'entends qu'il faille descendre pour remonter et que pour s'enraciner, il faille descendre dans les profondeurs, mais enfin, c'est quand même un phénomène qui tue des gens. Et que la deuxième chose, oui, il y a parfois dans des crises, puisque c'est de ça dont on parle, la nécessité de passer par un bas pour rebondir, et que les gens qui ont traversé le burn-out, souvent on rebondit, et souvent on rebondit de manière très très bien. Est-ce qu'il y a une autre manière de le faire? C'est ça que j'aimerais questionner. Est-ce qu'on est obligé de passer par là? Est-ce qu'on est obligé de passer par cet attachement moribond et de se mettre dans des états d'épuisement, voire parfois d'y perdre la santé et la vie, pour remonter? C'est peut-être la nature humaine. Je pense que c'est parfois utile. Je pense aussi que dans la nature humaine, il y a des manières différentes d'aborder, de traverser des crises de manière moins violente que peut l'être un burn-out, puisque c'est de ça dont on parle, ou l'effondrement des entreprises quand elles font faillite. Voilà. Je pense que quand on arrive, si je passe au niveau des entreprises, à rebondir une perte d'innovation en réinventant un business model, c'est bon. Quand ça va jusqu'à la faillite, évidemment, c'est pas… Voilà, c'est un peu banal ce que je dis, mais… Oui, au niveau planétaire, je dirais que c'est la tentation. C'est la tentation actuelle, qui est maintenue par le phénomène de déni et par le fait qu'il y a des résistances énormes à changer le système parce qu'il y a des intérêts. Et donc là, on va parler il y a des intérêts individuels qui commencent à devenir un peu différents des intérêts collectifs. Et donc, tant que certains intérêts vont prévaloir sur les autres, on va vouloir maintenir le système en place coûte que coûte. C'est la croissance verte, c'est la technologie va nous sauver, c'est tout ça, tout ça. Donc, après, au niveau du système planétaire, c'est très compliqué d'apporter une réponse unique parce que ce que je crois, c'est quand on voit le changement de l'opinion publique sur le mot de sobriété qui est intervenu là, fin août. Donc maintenant, nous avons un gouvernement qui décline la sobriété, le mot, hein, pas dans les actions, mais
à toutes les sauces. Il y a encore quelques semaines, il y a tous ces gens que je suis, que je lis, se faisaient vilipender à coup de vous êtes des Khmers verts et vous contraignez nos libertés individuelles, etc. Et maintenant, la sobriété, tout le monde doit adopter des comportements sobres et vertueux. Donc, heureusement qu'au niveau du système planétaire, il y a des iconoclastes, il y en a qui cherchent d'autres voies, parce que le jour où il faut absolument changer, la voie est déjà ouverte. Donc, je dirais que c'est compliqué d'avoir une réponse unique au niveau du système planétaire. Je pense qu'il y a plein, aujourd'hui, il y a plein de tentatives, plein d'expériences de systèmes autres, avec des tiers-lieux, des éco-villages, avec toutes les théories de la décroissance pour amener à la post-croissance. Je vous invite à lire Timothée Paric, qui sort un bouquin, il était à HEC, je regardais son interview chez Blast. C'est extrêmement intéressant. Il y a des penseurs, et heureusement, et puis il y a des gens qui agissent déjà pour tenter autre chose, et probablement que l'opinion se ralliera quand elle n'aura pas d'autre choix que de le faire. Et là, probablement que les mois qui s'annoncent, avec l'hiver et les contraintes énergétiques, vont peut-être en faire changer, shifter quelques-uns sur les enjeux de demain. Donc peut-être qu'on ne sera pas obligé de toucher le fond, mais néanmoins, moi j'estime qu'on n'est déjà pas loin de le toucher. Quand en France, dans un pays comme la France, en 2022, il y a une centaine de communes qui n'ont plus d'eau potable qui coule du robinet, j'estime quand même qu'on n'est pas loin du chaos. Quand on va parler effectivement de contraintes énergétiques, quand on parle de contraintes sur les rendements agricoles, là on commence à toucher aux besoins fondamentaux de l'espèce humaine. J'estime qu'on n'est vraiment pas très très loin. Donc aujourd'hui, on peut se trouver les bonnes raisons de ne pas agir, mais on va être percuté, on l'est déjà, chose qu'on ne le voit pas, on ne veut pas le voir, mais j'ai trouvé quand même que cet été en France, de plus en plus de nos concitoyens se sont dit qu'on avait un problème. Donc peut-être n'attendrons-nous pas la fin du fin, je n'espère pas, j'espère le sursaut collectif, et je crois que ce qui nous rassemble ce soir aussi le démontre. J'ai cru qu'on avait terminé là-dessus. Non, ça a été très dur. Peut-être une question, une dernière pour terminer avec une question de la salle, et puis ensuite on clôturera. Et on garde pour nous la question de Christine, qui est la première question adressée pour ouvrir la réflexion sur l'économie de soi. Très bonne question. On répondra à Christine en direct. Alors, j'ai une question, ça fait écho à ce que vous avez dit sur qu'est-ce que je change chez moi pour changer l'autre sans lui demander de changer. J'ai noté cette phrase, je la trouve super intéressante. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est face au déni, en fait? Quel est le premier pas qui va ouvrir les yeux, comment est-ce qu'on peut se changer soi, son comportement, pour faire prendre conscience du déni? Juste pour clarifier la question, c'est quand on fait face à son propre déni ou quand déni de l'autre. Oui. Vous avez une situation particulière? J'en ai plein, en fait, quand on est face à un déni je sais pas, un déni des problèmes auxquels on fait face actuellement. D'accord. C'est plutôt dans le cadre du management ou le déni planétaire? Oui, peu importe. Ouais, je pense qu'on le traite. Je voulais clarifier parce que je pense qu'on ne le traite pas de la. Tu veux y aller? Allez, je me lance. Ouais. Désolée, déni planétaire, c'est un peu moins. Ouais, c'est une question qui est difficile. En clair, pour essayer de reformuler, c'est comment est-ce qu'on peut changer son attitude face à quelqu'un qui est dans le déni, en fait. Comment est-ce qu'on peut faire prendre conscience à la personne en face de soi qu'elle est dans le déni? Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu à expérimenter ce genre de situation et comment vous y êtes pris? Oui, mais en fait, il n'y a pas vraiment une seule réponse, en fait. Comme ça, je me lance. Je ne sais pas si ça va être parfait comme réponse, mais la première question, ce serait de savoir soi-même. Donc, pour repréciser le contexte, c'est-à-dire qu'on est en face de quelqu'un qui est dans le déni. La première chose que je regarderais, c'est soi-même comment on est vis-à-vis de ce déni-là. Parce qu'en fait, de vouloir changer l'autre, c'est déjà soi-même de regarder comment on est par rapport à ça, dans ce déni, d'interroger pourquoi nous, on juge que c'est du déni, qu'est-ce que ça fait que l'autre soit dans le déni et comment on le vit. Et je pense que c'est intéressant parce que la manière dont on va recevoir ça, la manière dont on va changer autour de ça, la manière dont on va poser des questions à l'autre autour de ça, peut influencer ce déni-là.
Et puis après, c'est difficile de répondre quand je n'ai pas le cas particulier, mais d'aller vers un questionnement, c'est-à-dire de poser le cas du déni comme ça ne sert à rien, puisque l'autre, par définition, est dans le déni, mais de commencer à poser des questions autour du sujet qui fait l'objet du déni pour essayer que l'autre change de regard, parce que je pense que c'est de ça dont il s'agit. Et c'est comme ça, spontanément, sans connaître la situation, que je ferai, c'est-à-dire comment moi, je me positionne par rapport au déni et qu'est-ce que ça me fait vivre, ce déni-là, et pourquoi c'est important pour moi que l'autre change. Parce que c'est peut-être un déni de moi dans la relation. Donc c'est comme ça, c'est difficile de répondre dans l'absolu. Et puis la deuxième chose, c'est d'aider l'autre, si c'est vraiment nécessaire, à le sortir de son déni. Et typiquement, quand on prend les cas de burn-out, on y est confronté. C'est-à-dire que la personne dit non, 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 ça va bien, je continue à aller travailler, j'y vais, j'y vais. Et donc là, c'est de commencer à non pas poser des questions sur le sujet en lui-même, mais de commencer à poser des questions autour de comment tu te sens, qu'est-ce que tu as ressenti ça, est-ce que des gens t'ont parlé, et commencer à regarder autour. Après, je ne réponds pas de manière, c'est un peu difficile, mais voilà, moi j'aurais envie comme ça spontanément d'interroger pourquoi vous voulez faire sortir l'autre du déni et qu'est-ce que ça me fait vivre. Et si c'est vous qui êtes pris dans une relation ou si vous êtes dans une relation d'aide. Et puis ensuite, quand on parle de la personne qui est en déni, c'est voilà, de commencer à le faire shifter en regardant autour, en posant des questions sur l'objet du déni. Voilà. Il y a une phrase que j'aime bien, notamment en réflexion de prise de conscience spirituelle, c'est on ne fera jamais grandir une plante en tirant sur sa tige. Chacun son histoire en même temps. Oui, et c'est pour ça que j'interrogeais pourquoi, qu'est-ce que vous fait vivre le déni de l'autre et pourquoi vous avez envie d'en sortir. Si vous êtes une personne qui accompagne dans votre métier, c'est normal. Après, en quoi vous voulez absolument faire sortir l'autre du déni et en quoi ça vous appartient et pas à lui. Et en quoi vous voulez… Enfin, c'est ça que je questionnerais d'abord. Mais après, ça dépend tellement du contexte. Mais je dirais, là, si je me mets au niveau quelque part de sensibilisation sur les enjeux planétaires, je dirais que chercher à convaincre, ça ne marche pas. Donc en fait, quand on est mental contre mental, ça ne fonctionne pas. Alors certes, c'est peut-être nécessaire, mais a priori, c'est celui qui va chercher à convaincre qui va perdre énormément d'énergie. L'autre va résister. Le déni étant une forme de protection de l'individu face à une réalité qui est trop difficile à accepter parce qu'elle remet trop de choses en cause dans son système de valeurs, de croyances. Donc on arrive au bazooka en lui disant « mais t'as tort, regarde, etc. » Il ne veut pas. Donc là, lui, il allume tous ses signaux. Donc on est en contre, on n'est pas avec ou en co-construction. Donc en fait, ce qu'on dit souvent sur les comportements vertueux, quand on parle de la sobriété carbone, etc., c'est on peut se contenter, je crois qu'il ne faut surtout pas chercher, on va s'épuiser à chercher à convaincre les autres. Il faut déjà rester soi aligné, on peut parler en ayant en tête effectivement que tant que la personne n'ira que là où elle est prête à aller à cet instant-là. Et parfois, on voit des gens qui bougent dans nos sphères, mes sphères amicales par exemple. Et je trouve ça génial quand ça vient en fait d'une autre personne, d'un groupe d'amis, où moi je leur en parle, j'écris des newsletters, ça ne fait rien. Et puis un jour, ils disent « Ah, tu connais l'outil de mesure de calcul de l'empreinte carbone ?» Et là, tout le monde réagit. Je me dis « Mais super !» Et en fait, c'est que ça vient, et ça vient avec des années de latence parfois, mais ça vient. Et à ce moment-là, on peut remettre de l'énergie dans le système parce que le système, il commence à être prêt à s'ouvrir et à recevoir et être poreux à ces changements-là. Donc, en fait, il faut, je pense, avoir beaucoup, déjà, se protéger soi aussi, beaucoup d'humilité et accepter qu'on n'avancera pas tous au même rythme sur ce chemin-là. Ça va comme conclusion ou c'est trop dark ? Non, c'était pas dark, au contraire, c'est un chemin plein de lumière. Je vous propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup aux gens qui ont été à distance. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous qui étiez présents là. Jusque-là. Ouais, c'était super. Merci beaucoup. Merci. Et puis, bon chemin sur ce lien au vivant et la reconnexion au vivant. Et merci beaucoup. Merci. Merci.